Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Antenne dans 20 secondes. Vous êtes à l'antenne. De retour dans la bande des comics, nous avons parlé d'Aurélie Carino. Maintenant, nous allons nous porter sur les livres que chacun a lus ou séries sur lesquels il voulait mettre en avant pour vous les présenter. Tiens Rémi, c'est toi qui commence. Alors, je vais vous parler de New Burn, sorti chez Urban Comics, dans la très bonne collection Urban Indies. Le premier tome, Ils savent qui je suis. Vous savez que Urban publie les premiers tomes de ces séries Indies à 10 €. Ce qui est un effort commercial considérable. Ça m'a permis de découvrir nombre de séries, dont Black Science, Black Hammer, etc. Je ne vais pas revenir dessus. Quelqu'un à Black, c'est à 10 €, vous n'en mettez pas. Pas de vanne là-dessus, il ne faut pas me lancer. Mais du coup, voilà, New Burn, alors c'est de Chip Zdarsky, Nautique, et Jacob Phillips, le fils de Shane Phillips, qui fait souvent duo avec Ed Brubaker. Donc ici, on a affaire à un personnage qui s'appelle Easton Newburn, et du coup qui est une espèce d'employé des mafias, c'est-à-dire que les mafias, donc mafia asiatique, les Russes, la mafia new-yorkaise, l'emploient pour enquêter de manière officieuse sur des meurtres, des affaires. Alors, niveau graphique, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un détective pour la mafia, c'est ça ? C'est un détective privé qui travaille donc pour la mafia. Ok. On apprend que c'est un ancien flic. Et donc, il a une espèce de statut un peu officieux, que ce soit aux yeux de la police ou aux yeux des autres mafias, parce que du coup, il est, on va dire, un peu intouchable. Et donc, il enquête sur donc, des affaires que lui donnent les mafias. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Eh ben, peut mieux faire. Assez déçu. Le casting était plutôt pas mal. Urban met les bouchées doubles sur Chip Zdarsky Nautique. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 7 chapitres, et en fait, il y en a 6 qui servent à rien, ce qui est un peu dommage. Dire, c'est une seule histoire ou... Non, c'est une série. C'est le premier tome d'une série. Donc avec plusieurs enquêtes, c'est ce que je veux dire. Alors, ce qu'il y a, c'est que sur ce premier tome, il y a plusieurs enquêtes. Et le privé résout une enquête en un chapitre. Il est vachement fort. Mais du coup, voilà, en fait, c'est ce qui nous fait perdre un petit peu en intérêt et en consistance. N'est pas Ed Brubaker qui veut, mais du coup, voilà. Le dernier chapitre est par contre un chef-d'œuvre de construction narrative, c'est ça que je voulais lire. Et voilà, on a un peu l'impression qu'on veut vite passer sur le personnage pour dire il fait tout ça, il connaît tous ces gens-là, c'est super sympa. Mais du coup, voilà, c'est un peu dommage. Graphiquement, c'était plutôt pas mal, c'est dans le polar, c'est vraiment ce que j'aime lire. Mais bon, voilà, il faudra... C'est un premier tome, hein. Un premier tome, le second est déjà annoncé, mais voilà, vu la consistance et la teneur, j'espère que ça ne va pas trop s'étirer en longueur. Et pour ma part, je ne sais pas si je vais faire l'effort pour le second, parce que voilà, ce premier tome... Il sera plus à 10 €. Il sera plus à 10 €, mais voilà, assez peu d'intérêt pour moi. Mais il faut signaler que Urban fait des tomes 1 à 10 €. C'est volontaire qu'il ait la tête d'Harvey Keitel, le mec ? Non, c'est Jean Gabin. Oui. Non, je sais pas qui c'est. Non, c'est lui. Ça ressemble beaucoup à Harvey Keitel. C'est Jean Keitel, du coup. C'est ça, Jean Keitel. Mais voilà, donc du coup, New Burn, c'était bonne intention, mais ça pêche un peu dans la réalisation. Jay. Je vais vous parler d'un comics indépendant qui s'appelle The Nice House on the Lake, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Effectivement, qui est sorti le 3 février exactement, chez Urban Comics dans leur collection grand format Urban. 184 pages pour 15 €. Nous avons 6 chapitres. En fait, c'est une maxi-série, ce qu'on appelle dans les comics une maxi-série, donc 12 numéros. Et là, on a donc la moitié. Il y aura un tome 2 qui va sortir le 31 mars. C'est écrit par James Tynion de Force, qui est... Il fait ça très bien, quand même. C'est impressionnant. Et je suis bientôt au salon de Chers l'auto. auditeurs, en fait, voilà, Rémi nous ouvre les pages et nous les montre au fur et à mesure. On dirait une magnifique présentatrice du juste prix. C'est magnifique. Allez, Pierre pardon. Belmar. Donc, au scénario, James Tynion de Force, qui a déjà bossé notamment sur Batman, dont je vous ai déjà parlé lors d'une dernière émission sur Something is Killing the Children. Et au dessin, Alvaro Martinez Bueno, qui avait travaillé notamment avec James Tynion de Force. J'attends la vanne. Voilà. Oui, bah oui, le Kinder Bueno. Merci, voilà, j'attendais. Et donc, ils avaient travaillé ensemble sur Detective Comics pendant la période Rebirth.
Ils se connaissent bien, mais le style n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai pu voir auparavant, autant chez le dessinateur que chez le scénariste, parce que là, on va avoir une bande de trentenaires qui va se retrouver invitée dans une maison qui surplombe un lac dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis. Et donc, ces personnes-là vont être invitées par un personnage assez mystérieux qui s'appelle Walter, qui a une paire de lunettes. On ne voit jamais ses yeux. C'est un personnage assez étrange. Et ce personnage-là, finalement, il connaît un petit peu tous ces trentenaires qu'il a invités, mais chacun s'interroge un peu du pourquoi ils ont été invités à cet endroit-là. Et surtout, ils vont comprendre pourquoi, finalement, enfin, petit à petit, en tout cas, ils sont peut-être prisonniers de cet endroit-là. Et parce que le monde, finalement, est peut-être en train de vivre ses dernières heures. Donc c'est finalement une histoire sur l'apocalypse, c'est un huis clos très sombre, très prenant, on s'identifie très facilement aux différents personnages. Et on va découvrir donc l'intrigue au fur et à mesure, essayer de comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'extérieur de la maison, pourquoi ils ne peuvent pas sortir, qu'est-ce qu'il y a autour de ce fameux lac. Donc voilà, petit à petit, on va découvrir ce qu'il en est. Suspense et psychose, quoi. Et très, très prenant. Voilà, il y a pas mal de flashbacks aussi sur comment ils se sont rencontrés avec le mystérieux Walter. Et moi, j'ai été bluffé surtout par le dessinateur Alvaro Martinez Bueno, qui a changé complètement de style. Quand je disais sur Detective Comics, ça n'a absolument rien à voir. Là, ça se rapproche plus d'un Lee Weeks, par exemple, ou d'un Jorge Fornes, qui a bossé sur Rorschach récemment. Et donc, avec un dessin très adulte, qui colle bien, avec une grosse utilisation des noirs, notamment. Voilà, c'est un petit délice. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment ma lecture préférée pour l'instant. Je trouve que là, il a vraiment changé de patte de dessin et elle me plaît beaucoup plus. Ouais. Et un petit mot sur le prix aussi. C'est qu'en fait, ce tome devait sortir en un one-shot à 35 €, je crois, ou 32. Mais du coup, Urban, elle est en coupé en deux. Le premier tome est à 15 € et le second sera à 20. Donc, au niveau attractivité du prix du premier tome, c'est à signaler. Voilà. Allez, Gilles, à toi. À moi. Je vais vous parler de Le singe de Art Le Poule, sorti chez Delcourt il y a quelques années. On est en 1814 sur un navire français. On va suivre le capitaine, mais pas très longtemps, juste sur quelques pages, parce que le navire va couler. Et on va suivre... Évidemment, ça réduit l'histoire. Voilà, ça c'est fait. Après, du coup, on va suivre un petit singe qui s'échoué sur les côtes anglaises. Et les Anglais, à l'époque, n'aiment pas énormément les Français. Et ils vont le prendre pour un... Pour un Français ? Ouais, à l'époque, ouais. D'accord. Ils vont le prendre, en fait, pour un Français. Tout au long de la bande dessinée, le singe va être vraiment maltraité. Et il va avoir droit à un procès, parce qu'il pense que les Français vont envahir le pays, l'Angleterre. Enfin, voilà. C'est tout un contexte historique qui est vraiment très très bien fait avec cette bande dessinée. D'accord, donc c'est vraiment sur le bouc émissaire sur, de base qui transmet l'ambiance du moment, c'est ça ? C'est ça, on va avoir tout un contexte géopolitique de l'époque entre les Français qui cherchaient à augmenter leur force navale et les Anglais qui étaient déjà cette suprématie en mer. Et sur le fait que les deux peuples se détestaient complètement. Et vous avez aussi les paysans en fait, qui vont prendre ce singe pour un Français. Pour eux, un Français n'est pas un humain fait comme eux. Ouais, voilà. donc c'est vraiment... c'est une BD historique, du coup. Oui. D'accord. Ok. Bon, donc ça s'appelle... Le singe de Art Le Poule. Chez Delcourt. C'est ça. Collection Mirage. Ok. Aurélie, parle-nous de ta pépite que tu nous as ramenée. Je vous parle. Bon, je n'ai pas fait très original parce que je vais parler d'une bande dessinée de Osamu Tezuka, qui est, comme tout le monde le sait, le dieu absolu de la bande dessinée tout genre. Enfin, pour moi, c'est le cas. Donc, je reviens souvent là-dessus quand je dois citer des références. Et donc là, il s'agit de Mew. Ça s'écrit... MW, voilà, mais ça se prononce Mew. Je l'ai découvert récemment parce que Delcourt ressort des magnifiques éditions de luxe de l'œuvre de Osamu Tezuka qui est juste immense. Oui. Donc c'est une intégrale, là. Oui, c'est une intégrale. Donc ça nous parle... Alors je regarde un peu derrière pour m'aider parce que je ne suis pas chroniqueuse, donc je n'ai rien préparé. Michio Yuki, donc c'est le personnage qui est sur la couverture. Donc il y a deux bonhommes. Donc qui travaille dans une banque et qui se révèle être un
tueur très rocker qui va tuer de manière horrible certaines personnes. On va savoir que ça a vraiment un sens au fil de l'histoire. Et à chaque fois qu'il commet ses meurtres, il va se confesser au père Garay, qui du coup ne peut pas le dénoncer aux autorités. Et donc ils ont déjà un lien très particulier, ces deux personnages. On va apprendre qu'ils se connaissent depuis longtemps et ils ont une relation très passionnelle et malsaine, mais très 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 forte. Et ils ont tous les deux vécu un cataclysme qui les a traumatisés quand ils étaient enfants sur une île et qui a été comment on peut dire, bombardé ou attaqué à coups de gaz toxiques, et tous les habitants meurent dans d'horribles circonstances, et eux sont les deux seuls survivants de cet épisode. Et donc, quelque part, lui, ce personnage de Michio Yuki est touché quand même par ce gaz, donc il a quand même des gros problèmes causés par... pète au casque. Voilà, et il cherche aussi, il est dans une quête de destruction et de vengeance. Et voilà, c'est... Donc un se tourne vers la religion quand l'autre se tourne vers les crimes en série. Voilà, mais aucun des personnages n'est manichéen. Et ils se révèlent en fait tout au fil de l'histoire. C'est d'une richesse incroyable, autant dans l'écriture que dans le déroulement de l'histoire. Après, le style de Tezuka, il est toujours égal à lui-même. C'est hyper lisible, c'est hyper cinématographique, c'est hyper rythmé. Une fois qu'on commence la lecture, on peut plus s'arrêter. C'est magique, c'est hyper prenant. Je sais pas comment... Ça se passe à quelle époque? Si c'est déterminé, ce que je veux dire. Il n'y a pas vraiment d'époque, si je me souviens bien. C'était contemporain, peut-être l'auteur à ce moment. Enfin, peut-être, je vais dire année. C'est les années 80, Il a été fait dans les années 80 déjà, non, il me semble. Je ne sais pas si c'est précisé dessus. Bref, ça reste... donc ça reste une bel ouvrage, en plus en intégrale comme ça, c'est en effet... ça n'a pas manqué si vous avez l'occasion de découvrir ce travail. Donc comme tu dis, Tezuka, une référence en la matière. Très bien. Je crois que c'est mon tour. C'est ton tour largement. Ouais, largement. On peut dire des bêtises alors. Oui. Alors ça va. Pardon. Moi je voulais vous parler plus d'une série parce que maintenant elle est bien avancée et un peu plus, il me semble presque finie. Je voulais vous parler du donjon de Nullbuck. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. J'étais bébé quand c'est ça. Pour notre génération, ça s'est créé. C'était une des premières séries radiophonique, c'était plus sur le web, il me semble. Le donjon de Nullbuck, c'était concomitant à cette époque où on avait les 2 minutes du peuple à la radio. Oui, magnifique. Voilà, donc qui nous ont marqué. Et en fait, le donjon de Nullbuck dans cette série radio ou web, c'est une parodie, alors du début à la fin, on sait qu'on est sur une parodie. C'était une parodie de quêtes façon Donjons et Dragons. Ok. Voilà, donc on entendait différents personnages. On est sur le groupe classique, l'aventurier, la magicienne, l'elfe, le nain, le troll, le voleur qui doit faire 2 minutes de survie, bien sûr. il passe pas le premier piège, le mec. Donc voilà, et on est sur ce groupe de bras cassés, parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Il n'y en a pas un pour rattraper là. Ah non, voilà, qui arrive au niveau 1 de niveau 1 et qui essaie de s'attaquer à un donjon pour grimper là-dessus. Donc c'est aux éditions Clair de Lune, donc la BD a découlé de toute cette histoire de web-série. On est, vous le verrez, on est vraiment sur des dessins... donc c'est un peu caricatural. Ouais, on est sur de l'enfantin, on est sur des gros yeux, voilà, je suis en train de chercher le vrai nom de Madame Poinceau. Aidez-moi. Voilà, on peut pas t'aider, désolé. Marion Poinceau, voilà, qu'on retrouve et qui a fait pas mal de séries comme ça. Donc le donjon de Nullbuck, qui a 25 épisodes.
À l'heure actuelle, 25 tomes, plus 3 arcanes et hors-série. C'est... Comment dire ? On est sur de l'amour... de l'humour potache. Ça, tu nous rassures là. Pas de l'amour qui tâche. T'as eu peur, hein, de l'amour qui tâche, tu l'as cru. Non, on est sur de l'amour. Je vais y arriver. De l'humour potache et du gros cliché de ces jeux. Si vous avez joué une fois à Donjons et Dragons et que vous êtes amusé à ce genre de jeu de rôle, vous y retrouverez des clichés, la haine du nain pour l'elfe qui est vachement bien roulé mais complètement débile, le barbare qui va vous tuer tout ce qui passe, même s'il n'y arrivera pas, la magicienne qui sort des sorts de son sac mais qui généralement tue plus d'alliés que d'ennemis. Un peu la Kaamelott. Ouais, voilà, ouais, il y a on peut dire, il y a un côté Kaamelott dans ce côté décalé. Bon, bien sûr, après, on devient sur un côté... C'est inégal, il faut le reconnaître, c'est inégal au fur et à mesure des tomes, mais rien que les 2 premiers arcs valent vraiment le coup. Ça peut se lire de 7 ans à 77 ans, comme dirait une célèbre maxime, mais voilà, moi, c'est ce que je relis quand j'ai besoin de... Décompresser. Voilà. Ouais. De trouver des... Toi qui as des très mauvais jeux de mots, tu trouverais de quoi faire. Il y en a plein. Ah oui, là tu peux y aller. D'accord. Voilà, plus ou moins vulgaire en plus, donc tu pourras trouver ton bonheur. C'est vieux comme série ? Oui, ça a commencé il y a 20 ans. Ça a au moins 20 ans. Et en librairie... Ouais, c'est le tome 1, oui, il doit dater d'au moins 15-20 ans, facile. 2006 facilement. Et donc voilà, donc le donjon de Nullbuck, je le recommande vivement.